Radio One, le QG de l'info, Martin Arnal. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver radio-one.fr pour votre nouvelle émission qui raconte chaque soir l'actualité en la décryptant et en l'analysant. C'est le QG de l'info. Et à la une ce soir, l'Union Européenne débloque 5 millions d'euros supplémentaires pour permettre la construction pour début 2016 d'un campement humanitaire à Calais pouvant accueillir 1500 personnes. Au Maroc, les éditions du Seuil renoncent à publier le livre d'Éric Laurent et de Catherine Gracier, soupçonnés d'avoir voulu faire chanter Mohamed VI. On en reparle après ce journal avec Karl et puis le cinéaste américain Wes Craven, réalisateur notamment de Scream et de Freddy, les griffes de la nuit, est mort hier à l'âge de 76 ans. Le QG de l'info. Et tout d'abord donc en visite à Calais ce lundi, le Premier ministre Manuel Valls a confirmé la construction pour début 2016 d'un campement humanitaire pour 1500 personnes. Le premier vice-président de la Commission européenne a salué pour sa part une somme jusqu'à 5 millions d'euros supplémentaires destinés à la France pour faire face à la situation des migrants. Le reportage de Quentin Dinkinson. Le message essentiel de ce déplacement sans précédent ici, c'est que la France agit concrètement pour subvenir aux besoins immédiats des migrants qui se trouvent sur son territoire et pour, dans la mesure du possible, tenter de soulager quelque peu leur détresse matérielle et morale. Mais la présence aux côtés des ministres français, du premier vice-président de la Commission européenne, le social-démocrate néerlandais Frans Timmermans, et du commissaire européen aux migrations, le conservateur grec Dimitris Avramopoulos, entend porter un autre message. C'est que la situation de Calais, comme celle de l'île de Lampedusa ou de la frontière entre la Serbie et la Hongrie, cette situation n'est qu'une partie d'une crise historiquement inédite de la démographie en Europe et que toute solution durable ne peut être qu'européenne. Manuel Valls. Nous sommes là, que l'Europe est là, et que l'Europe est en train de se mobiliser pour apporter des solutions de manière méthodique, de manière intelligente, et en conciliant ce qui est indispensable, et l'accueil et l'aide humanitaire, et aussi la fermeté contre les passeurs. C'est pour nous une priorité, nous obtenons des résultats. Fermeté aussi à l'égard de l'immigration clandestine que nous ne voulons pas confondre avec le droit d'asile. À l'issue d'une visite d'information ce matin sous un orage violent, d'abord au centre d'accueil Jules Ferry, ensuite au terminal Eurotunnel, les délégations françaises et européennes ont prononcé des allocutions à la sous-préfecture de Calais. La suite et la fin du programme sont consacrées aux conséquences pour la santé publique de la concentration de migrants ici, ainsi qu'aux aspects relatifs au maintien de l'ordre. À Calais, François Rivalan, Quentin Dickinson, France Info. Merci beaucoup messieurs pour ce reportage. À 3 mois d'un potentiel accord pour le climat, à Paris, la secrétaire exécutive de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, Cristina Figueres, tire la sonnette d'alarme ce lundi. Il n'y a plus d'argent pour financer toutes les réunions à venir et selon le Quai d'Orsay, le budget pour cette conférence s'élèverait à un peu plus de 170 millions d'euros. C'est pourquoi Paris cherche à en faire financer au moins 20% par des acteurs privés, un financement qui fait polémique puisque certaines entreprises sont des secteurs gaziers et pétroliers, alors que justement le but de cette conférence sera de limiter notre appétit pour leurs produits fossiles. Retour en France et c'est la rentrée ce lundi pour 855 000 enseignants avant les 12,3 millions d'élèves demain, mardi ainsi que mercredi. Et cette année est marquée par quelques changements. Il y a notamment de nouveaux programmes à l'école maternelle. Le but, créer une école plus proche des besoins de l'enfant avec davantage de jeux, d'activités artistiques et des méthodes différentes pour découvrir l'écriture et le langage. Célia Quiré, vous avez passé la matinée justement dans une école de maternelle et vous avez rencontré une directrice d'école maternelle. Cette directrice de maternelle a bien lu ces programmes, elle est très enthousiaste à l'idée de les appliquer, mais pour elle, il y a des concepts très abstraits sur le langage, notamment des habitudes à changer. L'idée est par exemple de découvrir la lecture en partant de l'écriture. Il faudra également créer davantage de moments de jeu. Elle regrette qu'aucune formation ne soit prévue pour le moment sur ces programmes. Ils sont exigeants et très intéressants pour les enfants, mais on n'a pas les moyens de les mettre en œuvre tout de suite maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire jouer pour apprendre à l'école ?
quel type de séance on peut proposer. Il y a une autre philosophie aussi parce qu'il faut tenir compte énormément du développement de l'enfant. Et ça, c'est vrai que dans les anciens programmes, ça n'apparaissait pas. Il y a beaucoup d'enseignants qui ne font pas écrire pour apprendre à lire. C'est un concept qui leur est étranger. En maternelle, il n'y a pas de manuel. On prépare tout soi-même en maternelle. Il y a des changements d'habitude parce qu'il y a des changements de philosophie, vraiment. Et cette enseignante expérimentée, directrice d'école, s'inquiète encore plus pour les jeunes stagiaires qui découvrent ces programmes. Quelques journées de formation sont prévues dans certaines académies, mais pour le principal syndicat d'enseignants, c'est largement insuffisant. La ministre, elle, se veut rassurante, elle fait confiance aux enseignants. Et justement, Célia Killeret, on va écouter ensemble Sébastien Cyr du SNUIPP, principal syndicat du primaire. Il y a une forme en fait de gâchis, puisqu'on a des programmes maternels de qualité et un ministère qui a été incapable de préparer les enseignants à mettre en œuvre ces nouveaux programmes et qui ne propose pas dans les plans de formation à cette rentrée 2015 en fait un nouveau souffle pour la formation continue et pour aider les enseignants à se les approprier. Là, il y a une vraie défaillance de la part du ministère. Les enseignants maternels, eux, ils vont se contenter de 3 heures d'animation pédagogique un mercredi après-midi après la mise en œuvre en fait des nouveaux programmes. Là, il y a une forme de mépris à l'endroit de l'école maternelle et de ses enseignants qui n'est pas acceptable. C'est pour cela que nous demandons véritablement de rectifier la barre. Et pour les syndicats d'enseignants, la rentrée est aussi l'heure d'un premier bilan sur le quinquennat. En 3 ans, 32 000 postes ont été créés. On est donc encore loin des 60 000 prévus, dont 54 000 dans l'éducation nationale. Frédéric Rollet, co-secrétaire du SNES, principal syndicat du second degré, estime que cette promesse ne sera pas tenue. Sur les créations de postes qui étaient vraiment des points positifs de ce gouvernement, même si on ne rattrapait pas les 80 000 postes qui avaient été supprimés pendant la mandature précédente, je pense qu'on ne tiendra pas les objectifs. Il reste 22 500 postes à créer sur les 2 budgets, donc 2016 et 2017. Si on regarde ce qui est prévu là dans le projet de loi de finances, alors le budget n'est pas finalisé, le débat va avoir lieu à l'automne, mais les ambitions sont un peu moindres. On n'arrivera pas à créer donc 11 000 emplois d'ici la fin 2016. Donc je pense que les objectifs ne seront pas atteints. Non. Et pour sa part, Najat Vallaud-Belkacem, en plus de souhaiter une excellente rentrée à tous les enseignants, a affirmé que les 60 000 postes promis seront bientôt créés d'ici la fin du quinquennat, politique oblige. La maison d'édition Le Seuil renonce à publier le livre sur le Maroc d'Éric Laurent et Catherine Gracier. Les 2 journalistes mis en examen sont soupçonnés d'avoir voulu faire chanter le roi du Maroc. Ce lundi matin, ils assuraient pourtant au Monde et aux Parisiens qu'ils voulaient toujours publier les résultats de leur enquête supposée gênante pour le Palais et Mohamed VI. En bref, toujours la baisse du prix des carburants se poursuit et elle s'est même accélérée la semaine dernière en France suite au repli des cours du pétrole brut. Cela se ressent particulièrement sur le tarif du litre de gazole qui a perdu 3,16 centimes en 7 jours et atteint son plus bas niveau en 5 ans. La principale raison, un fort déséquilibre entre une surabondance de l'offre et une demande fragile, explique un porte-parole de l'Union française des industries pétrolières. Vivement critiqué à la suite des révélations sur ses conditions de départ de la direction générale d'Alcatel-Lucent dans le JDD, Michel Combes se défend. Dans une interview donnée aux Échos, le patron de l'équipementier télécom franco-américain depuis avril 2013 revient sur son bilan à la tête de l'entreprise et se dit plutôt fier du travail accompli. Il déclare « Je l'ai rejoint en quasi-faillite et les résultats ainsi que les candidats pour la diriger n'étaient pas nombreux », affirme donc Michel Combes qui quitte son poste demain en recevant 4,5 millions d'actions sur 3 ans selon des documents officiels cités par le journal du dimanche. Le directeur général du groupe franco-américain a également nié toute volonté de cacher cette rémunération, rappelant que tous les éléments de rémunération ont été rendus publics en mai dernier. Et depuis les révélations du JDD, politiques et chefs d'entreprise ont vivement critiqué la rémunération du futur ancien patron de l'équipementier télécom, soumis à un vaste plan d'économie qui avait conduit à la suppression de 10 000 postes, dont 600 en France. On s'en souvient. Michel Combes qui ira diriger à partir de demain la présidence de Numéricable SFR. Numéricable SFR nous amène à présent au télécom et c'est Iliad, la maison mère de Free,
qui assoit sa position de numéro 3 du marché des opérateurs français, reléguant en 4e position Bouygues Télécom, encore convalescent. Il le doit en grande partie à son activité dans le mobile, qui a encore gagné 280 000 nouveaux clients sur le premier semestre 2015 et atteint une part de marché de 16%. Dans une vidéo de la télévision d'État chinoise diffusée lundi, un journaliste financier confesse avoir provoqué la panique et le désordre sur les marchés boursiers chinois avec la publication de l'un de ses articles. Il a été placé en détention pour diffusion de fausses nouvelles sur les titres et les marchés à terme. En tout cas, amener un journaliste chinois à se confesser à la télévision sur un tel sujet peut toujours laisser planer le doute d'une manipulation. Et justement, comme on sait que pour beaucoup d'entre vous, la bourse est compliquée, Gérald Roux nous explique aujourd'hui ce qu'est un indice boursier. La bourse à laquelle un indice boursier est un panier de valeurs, une sélection d'actions qui représente la bourse à laquelle on s'intéresse. Tout au long d'une séance, les actions qui composent l'indice varient à la hausse ou à la baisse et en permanence est calculée une moyenne pondérée en fonction du poids des entreprises cotées. Eh bien, c'est ça l'indice boursier. À la Bourse de Paris, le CAC 40 est un panier de 40 valeurs choisies en fonction de leur capitalisation boursière. On prend aussi en compte le nombre d'actions disponibles dans le public et le secteur économique de la société, BTP, pétrole, luxe, etc. Il faut que cela représente l'économie française. CAC, ça signifie cotation assistée en continu. Après, il n'y a pas que le CAC 40, il y a aussi d'autres indices plus précis, comme le SBF 120, SBF pour Société des bourses françaises et 120 pour le nombre de valeurs représentées. Il y a dedans tout le CAC 40 plus 80 autres valeurs, cela donne une vision plus affinée du marché parisien. Même chose aux États-Unis, par exemple, le Dow Jones est composé de 30 valeurs du New York Stock Exchange. 30 valeurs, c'est peu, et en plus, il n'y a pas de pondération en fonction de l'importance des entreprises qu'ils composent. C'est pour cela que les boursiers scrutent également beaucoup le Standard & Poor's, le S&P 500, composé de 500 valeurs, donc beaucoup plus précis. Toujours aux États-Unis, le Nasdaq est un marché d'actions de plus de 3000 valeurs, issues souvent des secteurs technologiques. Son indice est le Nasdaq 100, qui comporte les 100 plus grosses valeurs de ce marché. Les autres grands indices, en Chine, on en parle beaucoup, il y a l'indice de la bourse de Shanghai, le Shanghai Composite, le Nikkei 225, c'est au Japon, avec 225 valeurs. En Europe, le marché allemand est représenté par l'indice DAX, les 30 entreprises les plus importantes de la bourse de Francfort. À Londres, il y a le FTSE 100, surnommé FTSE, avec 100 valeurs différentes. La vie des indices est très mouvementée, déjà parce que leur composition change régulièrement en fonction de la santé des entreprises et des changements de l'économie. Dans le Dow Jones, autrefois, il y avait par exemple Kodak, mais c'est fini depuis 2004. Aujourd'hui, il y a Apple depuis mars 2015. Par ailleurs, les grands indices boursiers ont énormément grimpé dans les années 80. Le CAC 40, créé en 1987, était à 1000 points au départ. Il est aujourd'hui à environ 4500 points. Le Dow Jones, lui, date de 1896. En 1983, il était à 1000 points. Aujourd'hui, il est à 16 000 points. Merci beaucoup Gérald Roux donc pour vos explications, et dans le même temps justement, comme vous avez tout compris, le CAC 40 débute la semaine dans le rouge avec une baisse de 0,47% ce lundi, 4653 points. Le mois d'août se clôture donc sur un repli total de plus de 8%, 4652 points. Et puis en bref, le réalisateur américain Wes Craven, maître des films d'horreur comme Scream et Les Griffes de la Nuit, est mort à l'âge de 76 ans, indique Hollywood Reporter. C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous informons que Wes Craven est décédé ce dimanche des suites d'une tumeur au cerveau. Restez avec nous sur Radio One à suivre la deuxième partie du QG. On reviendra notamment sur cette affaire au Maroc et le Seuil qui renonce à publier le livre des deux journalistes français, les dernières explications en direct de Karl, et puis juste après, reportage de Chloé Cohen autour du partage culinaire et de l'économie du partage en plein boom. A tout de suite.
On est de retour sur Radio One pour la seconde et dernière partie de ce QG de l'info, et on va à présent parler ensemble de cette affaire au Maroc avec Karl. Bonsoir Karl. Alors la maison d'édition Le Seuil renonce donc, je vous le disais dans le journal, à publier l'enquête d'Éric Laurent et Catherine Gracier, les deux journalistes soupçonnés d'avoir voulu faire chanter le roi du Maroc et qui assurent pourtant qu'ils veulent publier un livre autour de cette affaire. Karl, scandale ou pas scandale ? Scandale à Paris. Scandale énorme. 2 journalistes se sont fait arrêter après une entrevue avec un avocat du roi Mohamed VI, le roi du Maroc. Pourquoi se sont-ils fait arrêter ? Eh bien parce qu'ils auraient tenté de faire chanter le roi. Comment ? Des journalistes ? Une profession aussi estimable ? Eh bien oui, c'est possible. Ils se sont fait arrêter comme 2 vulgaires petits voyous à l'hôtel Raphaël, le 27 août dernier. Alors, qui sont ces journalistes ? Ce sont 2 journalistes chevronnés, expérimentés. L'une, Catherine Gracier, spécialiste du Maghreb, qui a déjà écrit La Régente de Carthage, un livre sur les agissements de la femme du dictateur tunisien Ben Ali. Elle était en préparation d'un autre livre sur Mohamed VI. L'autre est un journaliste un peu plus âgé, très connu, Éric Laurent, très connu, qui a écrit sur tous les scandales de la République, qui a notamment écrit un livre sur l'intervention en Libye et le rôle de Kadhafi dans le financement de la campagne politique de Nicolas Sarkozy. Ces 2 journalistes étaient considérés comme un peu sulfureux. Catherine Graillet a été plus ou moins accusée d'avoir essayé de faire chanter Ben Ali, qui lui aurait rayonné. Quant à Éric Laurent, il a dû quitter sa maison d'édition précédente suite à son livre sur l'entourage néoconservateur de George Bush, qui, d'après sa maison d'édition, n'avait pas assez de corps en termes de sources et qu'il était difficile donc de sourcer ces informations. Son départ de cette maison d'édition s'était fait avec perte et fracas. Tous les médias s'accordent à dire qu'ils sont coupables, avant même qu'ils aient été jugés. Tous les médias s'accordent à dire qu'il y a de grandes chances qu'ils essayent de faire chanter Mohamed VI. Quelle est leur version ? Leur version est qu'ils ont été piégés. On leur aurait proposé de l'argent pour ne pas qu'ils sortent le nouvel ouvrage sur lequel ils étaient en train de travailler. Ce nouvel ouvrage allait faire des révélations sur la vie privée de Mohamed VI. Cette vie privée doit être absolument intègre, car le titre de Mohamed VI n'est pas seulement, évidemment, comme tout le monde le sait, roi du Maroc, mais il est aussi commandeur des croyants, ce qui lui donne énormément de pouvoir moral. Ces révélations pourraient être gênantes. Toutefois, en 2013, ces 2 journalistes avaient sorti un bouquin appelé Mohamed VI le prédateur, qui traçait l'influence du roi dans l'économie marocaine et aussi la privatisation de cette économie à son propre profit. Apparemment, le roi avait été fort mécontent de cet ouvrage, ce qui a peut-être aussi entraîné la brouille d'1 an avec la France dont nous venons de sortir. Pour résumer, 2 journalistes français se font arrêter par la police française, sont soupçonnés de faire chanter le roi du Maroc, 7e roi le plus riche du monde, avec un livre qui devrait paraître, mais qui ne paraîtra pas. En effet, il ne s'agirait pas de chantage de leur part, mais plutôt de corruption et de pot de vin de la part des Marocains. Un scandale comme celui-là devrait briser définitivement les carrières de ces 2 journalistes qui ont été des lanceurs d'alerte
pendant des années. Eh bien voilà, merci beaucoup Karl pour toutes ces précisions autour de cette affaire. Et dans un entretien par téléphone avec l'AFP, le président de la maison d'édition, Olivier Bétourné, a fait part de sa stupeur, de sa tristesse et de sa colère à propos de cette affaire. Merci beaucoup Karl. Blablacar, Airbnb, l'économie du partage est en plein boom et selon le magazine Forbes, l'économie collaborative pesait plus de 3,5 milliards de dollars en 2013. Parmi les petits nouveaux sur le marché, Viseat, cette start-up créée il y a un an qui permet de réserver via une plateforme internet un repas chez l'habitant. Tout le monde peut s'inscrire et il y en a pour tous les goûts. Un dîner à Pau pour 40 €, un déjeuner à 30 € en Italie, des repas en Inde ou en Israël. Chaque hôte fixe le prix, l'heure, la date, mais la seule condition est qu'il doit aussi être à table. Un reportage de Chloé Cohen. Visite, première porte à gauche. La start-up a pris ses quartiers dans un immeuble du 10e arrondissement de Paris. À l'entrée, on trouve un réfrigérateur. Sur une table, quelques restes du déjeuner. C'est bien ici qu'on discute cuisine. Camille Rumani a 25 ans, elle est cofondatrice du site. Nous avons des hôtes à Paris parlant mandarin ou parlant japonais. L'hôte le plus jeune doit avoir 18 ans et notre doyenne a 95 ans et propose des pastas maison à Naples et c'est son petit-fils qui l'aide à recevoir ses invités. On a vraiment de tout. On voyage dans des villes où il y a des millions d'habitants qui habitent et pourtant on n'a jamais l'occasion d'en rencontrer un seul. Les personnes qui remplissent leur profil sur Visite prennent vraiment le temps de raconter leur histoire, de parler de leurs péchés mignons, leurs plats préférés, etc. Il y a une envie de s'ouvrir aussi à l'autre. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui de voyager que ça ne l'était avant, mais de rencontrer des locaux, c'est très difficile. Faire des rencontres, c'est ce que recherchent Alain et Diana Temin, hôtes pour Visite. Avant de partir à la retraite il y a 2 ans, Alain était chef cuisinier dans son propre restaurant. Alors, pas question de faire trop simple, chez eux, c'est entrée, plat, dessert, le tout pour 70 € par personne. Cuisine française de préférence, quand même. On essaye de faire des plats traditionnels. Donc là, on a reçu les Américains il n'y a pas très longtemps. J'aurais pas fait des gnocchis ni des lasagnes, on leur a fait un pot-au-feu parce que c'était quand même plus traditionnel. Ça tombait bien parce que ces gens-là auraient bien aimé un bourguignon, un bœuf bourguignon. Mais comme on leur a expliqué, c'est ça le plaisir aussi de parler, le bœuf bourguignon, je ne peux pas le faire dans la journée, il faut le préparer la veille. C'est un plaisir de faire partager notre cuisine et puis de parler et de découvrir d'autres gens, quoi. C'est toujours intéressant. Angela Bessina est espagnole. Elle est arrivée en France il y a 3 mois. C'est un ami qui lui a parlé de Visite. Cette jeune trentenaire a tout de suite voulu tester. La semaine dernière, elle est allée dîner chez Margot. Il y avait des vins rouges français. Mais après, il y avait les petits raviolis hyper bons, des bœufs avec des oignons délicieux. Voilà, en gros, c'était ça. Et quand on lui demande pourquoi elle aime le concept, laisser un peu à part tous les côtés 3.0 numérique, internet, tout ça, et rencontrer la personne, en fait. Et dans ces cas, Margot, voilà, on a partagé beaucoup. C'est important, tout ce qui se passe autour de la table, toujours. L'Espagne, c'est d'ailleurs la prochaine cible de la start-up. Visite vient de lancer sa version du site en espagnol. L'entreprise veut s'affirmer comme leader européen. Elle compte aujourd'hui plus de 1500 hôtes dans une 50aine de pays. Et puis comment ne pas terminer le QG de l'info par cette information, c'est la bonne blague de rentrée. Une fermeture qui ressemble à s'y méprendre à un coup de com'. En effet, le Gorafi, ce fameux site internet d'humour, d'actualité humoristique, et bien sûr son site officiel, on peut ainsi dire le Gorafi, c'est fini, merci de votre fidélité. Confirmation sur le compte Twitter du titre avec ce même message, c'est fini. Sur Twitter encore, le président fictif du directoire du média, Jean-François Buissière, ne dit pas autre chose, le Gorafi se serait sabordé. Alors pour le moment, les anciens articles ne sont plus disponibles, impossible de retrouver les titres qui ont fait leur gloire. Exemple, un candidat de Fort Boyard oublié dans la cellule d'une épreuve pendant 7 ans, ou encore les Français qui devraient travailler 1 mois de plus pour toucher leur 13e mois, voire même 89% des Français qui pensent que Toyota n'est pas japonais. Il se trouvait d'ailleurs toujours quelqu'un pour croire en ces articles bidons
est bidonnant et l'équipe du Gorafi affirme justement au Huffington Post ne plus croire à la presse web et qu'Internet ça ne marchera jamais de toute façon. Mais cette fermeture semble tout de même difficile à croire. D'abord parce que aujourd'hui c'est jour de leur rentrée et que fermer un jour de rentrée c'est original disons. Ensuite parce que la notoriété de la marque est encore forte malgré une baisse d'audience du site comme l'affirment nos confrères de Numérama, une équipe du Gorafi qui devrait également se mettre au travail pour la nouvelle émission d'Antoine Decaune sur Canal. Antoine s'en fiche. Enfin, le site n'est pas mort, il n'est tout simplement plus disponible. Une redirection 302, c'est-à-dire une redirection temporaire, est visible et elle indique aux navigateurs web et aux robots des moteurs de recherche que la page visitée a temporairement changé d'adresse. On attend donc la résurrection dans les prochaines heures sous une forme ou sous une autre. Affaire à suivre donc pour le Gorafi. C'est la fin de cette émission. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure, même endroit pour un nouveau QG de l'info. Une émission à retrouver en podcast sur radio-one.fr. Bonne soirée. Le QG de l'info.